Eh bien, je vous propose d'attaquer, si tout le monde va bien. Donc, premier point à l'ordre du jour, c'est le remplacement d'une conseillère municipale et démissionnaire. C'est Charlotte Tout. Non, parce que d'abord, on va installer notre nouvelle venue pour qu'elle puisse participer au vote. Donc, merci de votre vigilance, mais pour le coup, c'était pas le bon moment de brandir ces éléments-là. C'est-à-dire, pour que Caroline puisse siéger avec nous, il faut l'accueillir. Donc, tout d'abord, vous informer, mais vous le saviez, que Charlotte, pour des raisons personnelles, a décidé d'arrêter ce mandat, ce que nous regrettons, mais nous la remercions, et moi particulièrement pour son implication tant au niveau de notre conseil municipal et de l'intercommunalité, mais ce qui permet à Caroline, qui était la suivante dans l'ordre entre guillemets du mérite, après Bertrand Jolin qui nous a rejoint la fois précédente, d'accueillir Caroline. Donc je vous propose d'installer Caroline dans ses fonctions de conseillère municipale. Et en la remerciant d'avoir accepté de prendre du temps dans un emploi du temps déjà très chargé professionnellement pour nous rejoindre et travailler avec nous. Donc tout le monde est pour. Pas d'opposition, donc merci et bienvenue Caroline. Donc maintenant, nous pouvons passer à la désignation du secrétaire de séance. Donc, bon, il y a peut-être une nouvelle venue qui veut lui piquer la place, mais... Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour que François Lucina, qui tient ce rôle à merveille depuis plus de 5 ans, ou pratiquement 5 ans désormais, continue d'œuvrer en tant que notre secrétaire de séance pour ce conseil municipal, qui est pour, qui s'abstient... C'est un plébiscite. Parfait. Deuxième point suivant, pour ne pas l'oublier, c'est l'approbation du procès-verbal de notre précédente séance. Donc, y a-t-il des questions, des remarques, des demandes de modification? Non. Donc, je vous propose d'adopter ce procès-verbal qui est pour. Merci de cette unanimité. Premier point, enfin, ou deuxième point à l'ordre du jour, c'est Michel sur le bilan des cessions, acquisitions de l'exercice. Et on note l'arrivée de Jean-Louis. Pour l'exercice 2024. Donc, je vous rappelle que l'article L2241 du Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants, par celle-ci ou par une personne physique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. En 2024, les opérations foncières suivantes ont été réalisées. Pour le chemin de la Petite Ponce, un élargissement pour une régularisation foncière à Madame Malacan pour le montant de 1 480 €. Ensuite, il y a des cessions pour l'euro symbolique pour la SCI de la Mandière, c'est une régularisation foncière également. Pour l'ASL du Clos de la Badorque, lieu dit La Ponce et chemin de l'Albarel, rétrocession et classement dans le domaine public de la voirie du lotissement. Pour la SCI Cadoun Sacrosado, impasse des Coquelicots, et également la rétrocession et le classement dans le domaine public de la voirie du lotissement. Et il y a eu également un don à la commune de la part de Mme Marty Denise des immeubles situés au 12 impasse Camille 500, qui a eu lieu le 10 septembre 2024. Voilà, le bilan de ces opérations sera annexé au compte administratif de la commune. Je vous propose de prendre acte de ce bilan. Et en précisant qu'il n'y a pas eu de cession. Non, puisque tu nous as dit qu'il n'y a pas eu de cession, ça va mieux en le disant. C'est ce que je voulais dire, c'est exactement. Pas de questions particulières? Bon. Donc nous prenons acte. D'accord. Merci. Autre point, le don, et c'est Martine. Oui, donc la société Maison François d'Aïdé, qui est présidée par Pierre d'Aïdé, a souhaité faire don à la ville de Revel d'une copie du bureau du roi Louis XV, donc, qui avait été réalisé par cette entreprise. On rappellera que cette œuvre, il a fallu pour les 3 copies 5 ans et 17 500 heures de travail.
Monsieur Pierre Daïdé, donc au nom de la société, nous propose ce don en l'assortissant de quelques conditions, donc de ne pas le revendre, de finir, de le terminer, car il y a quelques travaux pour le compléter et le terminer, donc nous avons cette obligation, et ensuite de l'exposer donc au musée du Bois, rue Jean Moulin, ou bien dans d'autres lieux publics de la ville, et en tout cas le conserver dans notre propriété. Voilà, ce don est assorti de contrepartie. Nous devons donc, vous devez vous prononcer sur l'acceptation de celui-ci, compte tenu des contreparties. Est-ce qu'il y a des questions? Olivier, je crois. Ouais, Olivier. J'ai juste une question concernant les travaux restants à réaliser sur le bureau du roi. Est-ce qu'on a une notion de temps et financière sur ce genre de choses? Alors, on a une réunion, si je ne m'abuse, la semaine prochaine, mercredi prochain, avec les artisans qui ont participé historiquement à la copie et à la création de cette copie, pour faire l'état et le délai possible, sachant qu'une première estimation très grossière, donc c'est pour ça qu'il faut la prendre avec toutes les précautions, fait un niveau d'une dizaine de milliers d'euros, donc qui reste 10 000 euros à valider. C'est pour ça qu'on fait une réunion avec des artisans connaisseurs ou qui ont participé pour essayer d'évaluer les travaux et comment on peut faire ces travaux-là. Mais sachant que nous sont donnés aussi les cuivres, qui avaient les bronzes plus exactement, les bronzes plus exactement, par rapport à ça. Donc il est quasi fini, il est verni, il est en bel état. Enfin, et moi je tiens à remercier très 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 sincèrement la société Daïdé, mais la famille Daïdé, qui, je vous rappelle que ce meuble-là est symbole pour notre ville, hein. Donc il y avait déjà un acquéreur particulier qui avait acquis un meuble et qui a une convention avec le meuble pour l'exposer de temps à autre. Là, que ce don soit fait au profit de la ville, quelque chose de magnifique, et je vous remercie très 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 sincèrement, si vous acceptez ce don, bien évidemment, les gestes qu'ont fait les héritiers Daïdé et la société Daïdé, qui, là, remplissent et honorent les volontés de M. Daïdé, M. Pierre Daïdé, qui avait souhaité que ce meuble, René Daïdé, que ce meuble nous soit donné. Voilà, donc pas des gros montants, si c'était ça ton inquiétude, Olivier. Voilà, et on va essayer de faire travailler les artisans, j'allais dire historiques, mais au bon côté historique, qui ont travaillé la première fois sur ce meuble-là, sur lesquels, je pense, c'est pour eux aussi une fierté de pouvoir achever ce meuble. Merci Laurent. Je t'en prie. D'autres questions? Non, donc je vais vous demander d'approuver ce don avec les conditions expliquées. Qui est pour? Merci. Merci. Et toujours toi, Martine, pour une grande partie de notre conseil de ce soir, qui est le débat d'orientation budgétaire. Je redis en particulier pour Caroline, là on ne va pas voter le budget, mais on va exposer les éléments et les débats d'orientation à ce stade-là, sachant qu'on votera le budget dans le mois qui suit à peu près. Ok ? Donc on t'écoute, Martine, et on projette en même temps les planches de ce débat d'orientation. Voilà, donc je vous propose de garder les questions sur ce débat à la fin de la présentation de Martine, et bien évidemment toutes les questions et toutes les opinions seront les bienvenues. Voilà, donc comme l'a dit Laurent, on vous propose une orientation budgétaire pour 2025, et je rappellerai juste que la commission finances de la mairie de Revel qui s'est réunie donc a donné un avis favorable sur ces orientations présentées. Les enjeux économiques 2025, pour les rappeler brièvement, l'inflation, tout d'abord 2024, a été de 2% et on s'attend à une inflation de 1,8% pour 2025. Je préciserai donc que d'après la loi de finances enfin votée, il y a des réductions des aides à l'investissement principalement, la réduction du fonds vert, la dotation de soutien aux investissements.
A précisé une hausse des cotisations retraite donc de la SNRACL pour les salariés des collectivités. Cette hausse sera de 3% pour 2025 et ce sera le cas pendant 4 ans, donc 12% au total et soit 3% par an. Avant d'aller sur 2025, on va avoir une rétrospective. Concernant les charges de fonctionnement, tout d'abord de 2024, alors qu'ils sont quasiment arrêtés, là aussi on votera le compte, le CFU, donc le compte unique début avril avec le vote du budget, mais on vous présente les éléments qui seront certainement définitifs. Charges de fonctionnement de 2024, on approche les 12 millions d'euros, hein, c'est des cas euros, tous les documents qu'on va vous présenter. Donc on est quasiment à 12 millions d'euros de charges globales, soit une hausse de 5,6% par rapport à 2023, année où nous avons eu 11 358 000 euros. Vous avez les 3 postes de charges principaux. Je vais dire, alors dans l'ordre du bas, en jaune foncé, ce sont les charges à caractère général, 3 304 000 euros en 2024. Une baisse de 4,3% par rapport à 2023, où nous avions eu 3 452 euros. Essentiellement, c'est les économies d'énergie qui nous justifient cette baisse de charges générale. Les charges de personnel 2024, 7 217 000 euros, 8% de plus qu'en 2023 où nous avons eu 6 676 000 euros. Là aussi, c'était donc les décisions prises l'année dernière de renfort de quelques services et notamment médecins. Voilà, les charges, pour finir, en haut du tableau, qui sont les autres charges de gestion et charges financières. Elles sont, je vais dire, en plus petit, en orangé, 1 475 000 euros. On avait en 2023 1 230 000 euros. L'évolution vient de l'augmentation des charges financières, puisqu'on a emprunté davantage, et c'est ce qui justifie cette augmentation-là. Si nous regardons maintenant les recettes de fonctionnement, pour 2024, on est à 14 741 000 euros, 4% de plus qu'en 2023 où nous avons eu 14 109 000 euros. C'est le poste impôts et taxes qui a évolué et tel que nous l'avions vu l'année dernière. Donc nous avons eu une hausse des impôts et taxes globalement d'à peu près 600 000 euros qui est justifié à moitié par la hausse des bases donc en 2024, qui était de l'ordre de 6%, si ma mémoire est bonne. Et on avait une hausse des taux aussi qui nous avait donc complété ces recettes de la moitié de 300 000 euros environ. Voilà pour l'essentiel de l'évolution 2024, sachant que nous sommes près du budget qu'on avait voté. Donc, en conclusion de ce qu'on a vu, en 2024, on aurait une épargne de gestion de 2 922 000 euros. C'est la différence, bien sûr, entre recettes et charges de fonctionnement. De cette somme, nous déduisons les charges financières, 171 000 euros en 2024. Vous voyez, un peu plus qu'en 2023, où il y avait eu 88 000 euros. L'épargne brute, c'est le hasard des chiffres. Nous avons la même épargne brute en 2023 et 2024, 2 751 000 euros. Capital de la dette, 867 000 euros à rembourser, qui ont été remboursés en 2024. Donc nous avons dégagé sur l'année 2024 une épargne nette de à peu près 1 900 000 euros, qui est quasiment stable par rapport à 2023. Cette épargne nette a servi à financer des investissements. En 2024, on a investi TTC 8 800 000 euros, si j'arrondis les sommes. Et donc, l'épargne nette, à peu près 1 900 000 euros, a financé ces dépenses d'investissement à hauteur de 21%. 14% ont été financés par les recettes propres, c'est-à-dire le remboursement de la TVA, on va dire, et la taxe d'aménagement. Essentiellement, on a obtenu 18% des dépenses d'investissement en subvention et le reste, 50%, a été financé par le recours à l'emprunt, soit 4 400 000 euros qui ont été, empruntés en 2024. Nous allons maintenant voir 2025. 2025, donc, on va vous présenter
les principes retenus, hein, comme on l'a dit, avec une hausse globale des charges maîtrisée, on va dire, parce que les charges augmenteraient dans ces orientations de 5,90%. Et on va revenir sur certains détails juste après. Au global, donc, on serait à 12 703 000 euros sur 2025 par rapport à 12 millions d'euros en 2024. Et juste après, on va regarder le détail. Sur les recettes, nous serions aussi quasiment stables. On va vous présenter selon quelles hypothèses. La dotation de l'État, pour le préciser, les dotations DGF diminuerait encore de 30 000 euros entre 2024 et 2025. Donc pour aller davantage dans le détail de ce que je viens de dire, on va parler d'abord des taxes ménages, donc taxes d'habitation, foncier, bâti et non bâti. 2024, on a eu un produit perçu de 7 629 000 euros. Pour 2025, il y aura l'effet de la revalorisation des bases qui donc a été fixé à 1,7%, qui nous rapporterait 164 000 euros de plus. Toutefois, comme vous avez vu, pour parvenir à une stabilité des recettes, on a calculé une augmentation des taux de 1,5%. Alors, ce n'est pas 1,5 point de taux en plus, c'est 1,5% des taux de 2024. Et cette augmentation des taux, si nous la votons, donc ce sera également début avril avec le vote du budget, ramènerait 115 000 euros de plus. Donc, ça nous permettrait d'avoir une recette impôt et taxes de 7 908 000 euros pour l'équilibre des recettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Concernant les charges, les principes qui ont été retenus dans cet établissement de budget, c'est la maîtrise des charges. Concernant les charges à caractère général, elles progresseraient malgré tout de 8%, mais comme je disais, on aura de l'inflation. On a aussi des postes qui augmentent comme les assurances. On a des travaux d'entretien nécessaires, soit entretien courant, soit regarnissage par exemple de terrains de sport. Donc même malgré l'effort qu'on a demandé aux différents services de maîtriser au maximum les augmentations de charges, on doit arrêter ce budget à cette hauteur-là, donc de 3 575 000 euros pour les charges à caractère général. Concernant les frais de personnel, on aurait une augmentation de 5% en 2025 par rapport à 2024, 380 000 euros. Mais là, je vais dire, un tiers de cette somme est expliqué par la hausse des cotisations retraite, 124 000 euros. On a également le recensement de la population qui coûterait dans les 48 000 euros. L'impact des mouvements des embauches en 2024 sur année pleine, un peu plus de 100 000 euros. Et le recrutement d'un médecin en 2025, mais comme nous le verrons dans le cadre du budget municipal du pôle municipal de santé, ce recrutement va être de toute façon accompagné de recettes. Hein, donc celui-là sera couvert globalement. Bon, plus les glissements, vieillesse, technicité et augmentation que nous rencontrons chaque année. Donc les frais de personnel représentent 60% des dépenses réelles en 2025 comme en 2024. Le dernier poste qu'on n'a pas listé, c'est les autres charges de gestion qui sont envisagées à la stabilité entre 2025 et 2024. Autres charges de gestion, ce sont les dotations diverses et subventions aux associations que nous versons chaque année. Donc, en résumé, pour 2025, avec des recettes aux alentours de 14 700 000 euros, comme on vient de le voir, et les hypothèses que je vous ai données. Des charges de fonctionnement également, avec ce que je vous ai indiqué, à 12 700 000 euros, nous permettrait de dégager une épargne de 1 984 000 euros, épargne brute, donc sur laquelle on déduit le remboursement de la dette, 949 000 euros. Ça nous laisserait une épargne nette d'à peu près 1 million d'euros, ce qui est un départ pour des investissements qu'on va vous présenter maintenant. Et c'était un des objectifs qu'on s'était fixé, d'arriver à maintenir une épargne nette de 1 million d'euros. Voilà, certes en baisse par rapport à 2024, mais qui nous paraît un minimum pour un budget d'investissement dont on va parler.
Donc, le budget d'investissement qu'on vous présente pour 2025, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2024, je le rappelle, on a investi à peu près 8 800 000 euros. Bien entendu, dans les dépenses d'investissement, le remboursement du capital de la dette pour 867 000 euros. Si nous restons sur 2024, comme je vous le disais, on a bouclé le budget par un emprunt de 4 400 000 euros, pour le rappeler. Donc 2025, on a arrêté le budget des dépenses à hauteur de 8 266 000 euros. Si on prend les immobilisations hors reste à réaliser, 7 446 000 euros, et les subventions d'équipement dont on va parler tout à l'heure, enfin juste après dans le détail. Plus le remboursement de la dette, 949 000 euros, on a un total de dépenses de 9 300 000 euros environ, et des restes à réaliser, donc engagés sur 2024 pour 2 800 000 euros. Je vous propose de continuer, on verra, je vais dire comment on va financer ces investissements en 2025. En vous donnant le détail des investissements prévus, donc 8 300 000 euros à peu près. On a séparé en deux catégories les investissements récurrents qui, comme leur nom l'indique, sont nécessaires chaque année. 3 234 000 euros. Les postes principaux, c'est la voirie et les réseaux, 1 200 000 euros fixés pour 2025, et un peu plus de 600 000 euros pour le renouvellement des matériels, véhicules et mobiliers. Ensuite, des dépenses courantes aussi sur les bâtiments communaux, sur l'éclairage public, sur les travaux de sobriété énergétique, donc selon les programmes établis. Concernant la deuxième catégorie d'investissement, donc les projets du mandat, nous avons une ligne d'à peu près 5 millions d'euros, 4 981 000. Les principaux investissements seront pour la réhabilitation de la halle et du beffroi, donc prévu 1 782 000 pour 2025, sur le total donc, des 3 années civiles, on va dire. 625 000 euros sont prévus de subventions, et ça fait partie des 820 000 euros qu'on a vu tout à l'heure, de subventions à la NCT pour participer à la pépinière artisanale, mais cette somme-là est compensée par la cession du bâtiment qui a déjà été donc acheté par la mairie de Revel. Voilà, donc cette somme sera compensée par une recette. Donc également, nous avons 440 000 euros pour la première étape de la restauration de l'église, 430 000 euros fixés pour le pluvial, 350 000 euros pour la signalisation directionnelle, et quelques démarrages de projets comme 300 000 euros pour l'avenue de Castelnaudary, continuité pour l'école maternelle Roger Sudre à 200 000 euros. Toujours des subventions pour la rénovation des logements à hauteur de 195 000 euros, et le début des études du tour de ville pour 178 000 euros. Donc, le budget des investissements 2025, donc dépenses d'investissement, celles que je vous ai présentées, prévues pour 2025, les nouvelles, 8 312 000 euros, le reste à réaliser, 2 817 000 euros. Donc, nous aurions à financer en 2025 11 129 000 euros. Qui serait financé, comme vous avez l'indication, par des subventions qui nous restent à encaisser, celle-ci de 451 000 euros, l'épargne nette dont je vous ai parlé, 1 035 000 euros, des recettes propres d'investissement, TVA et taxes d'aménagement essentiellement pour 1 774 000 euros, des subventions qu'on a chiffrées à recevoir 1 364 000 euros. Pour boucler ce budget, on emprunterait 2 200 000 euros, 2 227 000 pour équilibrer, et on utiliserait notre excédent de trésorerie de 1 461 000 euros pour boucler complètement toutes ces dépenses. Donc, dans la continuité, nous vous présentons le cumul de nos dettes en considérant en rose, donc nous empruntons 2 227 000 euros en 2025, et ce qui se rajoute à la partie bleue qui donc est l'encours de dette actuelle.
Au total, à fin 2025, nous aurions 11 827 000 euros de dette, d'encours de dette. Notre épargne brute étant de 1 984 000 euros. On en a calculé le ratio qui est de 5,96 années, c'est-à-dire à peu près 6 années. Et nous sommes là dans un ratio tout à fait acceptable, puisque c'est au-delà de 10 ans de l'épargne brute que la situation est vue plus délicatement pour les collectivités. Donc là, à 6 années de dette, on est dans un ratio, acceptable. Et vous voyez aussi que notre dette descend rapidement après 2028, ce qui permet de dire qu'il pourra y avoir d'autres recours à l'emprunt dans le futur et d'autres investissements dans les années à venir. Donc, la partie financière est terminée, à part le pôle municipal de santé qu'on reprendra juste après. Dans ce rapport d'orientation budgétaire, on doit vous présenter aussi les effectifs que vous avez là sur les 4 dernières années, donc avec les titulaires et les non titulaires. Si on regarde 2023, au total, il y a eu 160 employés sur l'année. En 2024, on va arrondir 162 employés. Et là, il s'agissait de renforts de services, dont le médecin, dont on a parlé tout à l'heure. On vous a aussi présenté, bien entendu, les indemnités versées aux élus ou remboursement de frais, puisque nous en avons l'obligation. Je précise que les 520 euros, de ce qui me concerne, concernent en fait l'achat de places que j'avais fait pour le fameux match du mois de janvier l'année dernière, puisqu'il fallait que quelqu'un puisse faire un chèque, c'était très compliqué. Et après, les gens m'ont remboursé les places. C'est pour ça que vous voyez ce remboursement. En particulier, la mairie m'a remboursé les places que j'avais avancées. Ce qui dit en d'autres termes, je ne prends pas d'indemnité, de frais, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et ce qui concerne Catherine était ce que nous avions voté, puisque nous l'avions demandé de nous représenter à un congrès qui était à l'autre bout de la France, et donc on l'avait voté à l'unanimité là aussi, le remboursement de ces frais-là, ce qui veut dire que l'ensemble des adjoints autour de cette table et des conseillers délégués assument sur leurs frais et sur les indemnités de fonction tous les frais que l'on peut être amené à porter. Je pense que ça va mieux en le disant pour tout le monde. Je vais jusqu'au bout avec maintenant le budget du centre municipal de santé et la parole vous sera donnée. Donc le centre municipal de santé 2024 se clôturera aux alentours de 222 000 euros. Donc vous avez le détail, charge 80 000 euros et charge de personnel 142 000 euros. Les recettes en face sont de 212 000 euros et donc l'équilibre, comme il se doit, sera fait par le résultat reporté de fin 2023. Concernant 2025, on voit ce budget aux alentours de 406 000 euros. Charge à caractère général, donc 94 000 euros, et charge de personnel 298 000 euros, donc à la hausse, mais avec le médecin qui est arrivé en 2024 en année pleine, plus un nouveau médecin, de façon, si on y arrive, justement, l'économie doit se faire sur 3 médecins, donc c'est pour ça que c'est attendu en 2025 d'arriver à ces 3 médecins. Donc 406 000 euros, c'est à peu près les recettes également de 2025 attendues, puisque plus de médecins, bien entendu, plus de consultations et plus de recettes. Pour information, donc la commune verse une dotation d'équilibre en 2024 de 85 000 euros et en 2025, avec ce budget, cette dotation descendrait à 47 000 euros. Concernant les investissements, il y a eu 6 000 euros d'achat de matériel en 2024, 14 000 euros sont prévus en 2025 et c'est prévu par les opérations de transfert du budget de fonctionnement. J'en ai terminé de la présentation des orientations budgétaires et on est maintenant à votre écoute. Dans le débat. Merci beaucoup pour la clarté de ta présentation. Enfin, je le dis à titre personnel et je pense que là-dessus, de la concision de tes explications, mais dans leur complétude. Il y a beaucoup de chiffres qu'on connaît maintenant depuis pas mal d'années, et par rapport à ça, moi je dirais en synthèse qu'on arrive à un certain équilibre. Donc la variation des frais de personnel est liée
pour un gros tiers à des choses qui nous échappent, c'est-à-dire les frais de recensement, puisqu'il a fallu recruter du personnel de recensement, 48 000 euros. L'État doit nous rembourser royalement 8 000 euros sur ces 48 000 euros. Et sur l'augmentation des taux de cotisation des caisses, qui cette année sont de 3% et qui, au cumul de 4 années, vont représenter 12%. Vous imaginez 12% sur la masse salariale, ce que ça induit. C'est pour ça qu'avec la commission finances, on suggère d'accompagner ce 1,5% par 1,5% sur le taux et pas 1,5% de taux, ce qui permettra de compenser uniquement, entre guillemets, ce fameux 3% qui va se perdurer ces éléments-là, pour rester raisonnable dans les évolutions de nos taux d'imposition, même si on sait qu'on est très décroché par rapport à des villes voisines. On a pratiquement une vingtaine d'écarts dans le taux. Je parle de taux et je ne parle pas de pourcentage. Mais il faut rester raisonnable parce qu'on sait que nos leviers de taxes ne jouent désormais principalement que sur la taxe foncière, qu'elle soit bâtie ou non bâtie. Le non bâti, on n'a pas de grande base, donc l'imposition revient très souvent sur les propriétaires, et c'est pour ça qu'on essaye de rester modéré. Voilà les orientations prises par la commission. On a fait un gros travail et je dois remercier l'ensemble des services pour optimiser au maximum les éléments là, pour permettre de continuer à pouvoir aider les subventions, même si on va leur demander un petit effort pour nous permettre globalement de compenser des dépenses d'action sociale, d'école, etc., qui vont augmenter parce qu'il faut qu'on les augmente pour pouvoir faire face à la demande. Voilà les options qu'on vous propose et à votre écoute et de vos réactions. Généralement, Olivier ouvre le banc. Oui, moi j'aime bien ouvrir le banc. Merci Laurent. Je vais rebondir sur ce que tu as dit là par rapport au recensement et aux sommes versées par l'État pour compenser. L'année dernière, en 2024, on a eu la surprise, j'allais dire générale, d'une double élection. Il y a eu les européennes. Et dans la foulée, on a eu l'Assemblée nationale qui a été dissolue et on a fait des élections. Or, des élections prévisibles, on peut les prévoir, mais la dissolution n'était pas prévue et donc ça a un coût. Et j'aurais aimé savoir, par rapport à 2024, le coût et ce qu'a remboursé un petit peu l'État. Et si dans le prévisionnel 2025, on se prévoit aussi un coût surprise. Alors, le coût est sur la partie élection et je vous en remercie parce que vous êtes tous très contributeurs et on a beaucoup de bénévoles, qui fait que nous n'indemnisons pas les assesseurs et les scrutateurs. Donc nos coûts sous le contrôle de Benoît, moi je dirais moins d'une dizaine de mille d'euros avec les frais, les panneaux. Parce que, non mais en y mettant tout, si on y met les panneaux, parce que je vous rappelle qu'il avait fallu multiplier le nombre de panneaux. Enfin, je vous mélange là du fonctionnement, de l'investissement. Je dirais que le coût principal, mais je m'en félicite, c'est d'inviter les assesseurs, les scrutateurs qui ont passé 2 fois 2 jours de leur vie pour nous aider, et on les remercie par un petit pot où vraiment c'est le minimum qu'on puisse faire, mais c'était la plus grosse dépense. Mais hors dépenses je dis une fois de plus, de panneaux, de services techniques pour aménager les salles, etc., etc., etc. Donc, on a cette chance-là dans notre commune, et merci, et j'ai particulièrement en tête Alain Sartori qui s'occupe pour notre commune de maintenir ce lien, d'avoir le travail ingrat d'appeler les uns et les autres pour les solliciter.
en plus de nous autour de la table, et d'avoir des gens très attachés à notre commune, il y en a même dans cette salle, pour tenir des bureaux, et on a cette chance-là qu'on essaye de maintenir. Donc le coût des élections, oui, je te dis grosso modo, mais vraiment très large, ces éléments-là, et sur lesquels nous va être indemnisé à hauteur de 1000 ou 2000 euros, tu me corriges, par l'État pour les 2 élections, voilà, proche de zéro. Mais voilà. Mais là, par contre, sur le recensement, il a fallu recruter plus d'une vingtaine de personnes, plus près de 25 que de 20, pendant un mois et demi pour permettre de faire des opérations de recensement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais une fois, merci beaucoup à tous ces gens qui nous aident pour les élections. Donc, on n'a pas budgété, pour répondre à ta question, on n'a pas budgété de coûts d'élection non connus au moment où nous parlons. D'autres questions, d'autres réactions? Donc, je suppose que ces chiffres-là ont votre assentiment. Bon, on verra quand on votera le budget, hein, une fois de plus. C'est une première présentation. Je crois qu'il faut rester raisonnable dans nos frais, on s'y emploie, et dans nos charges. Et vous voyez que sur la partie investissement, il y a beaucoup de récurrents, c'est-à-dire de choses qu'il faut refaire pour maintenir en l'état. Et même quand on regarde hors du récurrent, ce qu'on a appelé projet de mandat, vous voyez qu'il y a 2 gros montants qui sont l'AL et le beffroi, sur lesquels on est allé chercher, parce que là on n'a parlé que des dépenses, on est allé chercher un maximum, et on en reprendra dans les informations que je vous dois, de subventions. Et le gros bout pour cette année aussi, ça sera les débuts des travaux de l'église de restauration, sur lesquels il y a un montant global de 1,3 million, mais il faut bien entretenir notre patrimoine. Voilà. Et dernier élément, je dis avant que notre sénateur préféré le dise, on voit que les subventions se réduire en peau de chagrin, et de plus en plus difficile, que ce soit sur des fonctionnements, hein, on connaît tous les difficultés du CD31, ou de la région en termes d'investissement, où le taux de subvention par rapport à nos investissements est de plus en plus faible quand il n'est pas proche de zéro. Voilà. D'autres éléments ? Donc je pense qu'on prend acte du débat, c'est ça ? Donc nous devons prendre acte du débat. Est-ce que tout le monde prend bien acte ? Pas d'abstention ni d'opposition. Merci. Et rendez-vous pour le vote lors d'une prochaine séance. C'est Alain pour vous parler de l'instauration d'une taxe annuelle sur les friches commerciales. Oui, donc quelques mots de contexte dans le cadre de l'instauration de ce nouveau prélèvement qui va dans le sens positif pour Martine. Depuis 2018, c'est-à-dire nos prédécesseurs et nous-mêmes, la collectivité a dépensé beaucoup d'argent pour la rénovation, que ce soit des rues commerçantes, de la place centrale, les programmes de rénovation des façades, des logements et des boutiques. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui étaient, mais les rénovations des rues, c'était 6 millions d'euros. Les programmes Rénov' ont permis d'engendrer à peu près 5 millions d'euros, d'inciter les propriétaires à faire des travaux pour environ 5 millions d'euros. Et le bilan de ces investissements de la collectivité a permis de diviser par 2 la vacance commerciale. On a déjà partagé ça ensemble entre 2018 et maintenant. Ceci dit, aujourd'hui, nous avons les travaux du beffroi, donc c'est un peu moins de 3 millions d'euros. Donc là encore, la collectivité s'engage à la fois pour restaurer, j'allais dire, la dynamique commerciale et touristique de la ville. Et puis nous avons voté récemment l'aide à l'installation des nouveaux artisans, le but étant aussi de pallier à cette vacance commerciale. Mais le constat est le suivant, c'est que nous avons encore un certain nombre de friches commerciales, c'est-à-dire soit des projets, par exemple sur la place centrale, vous avez 5 immeubles qui ont été acquis,
par des gens qui souhaitent faire des projets de réhabilitation, mais déjà depuis plusieurs années, rien ne se passe. Et si on ajoute à ça les cellules commerciales qui ne sont pas prises par un commerce parce que les loyers sont trop élevés, on voudrait lutter contre cette difficulté à louer les derniers commerces qui nous restent. Donc c'est dans ce contexte que nous activons l'article 1530 du Code général des impôts qui va nous permettre d'instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. C'est assez simple, hein. Comme je disais, il s'agit d'inciter les propriétaires de locaux vacants à favoriser le retour d'une activité commerciale. Les biens concernés, alors juste un petit peu de technique, doivent répondre à 2 conditions principales. La première, c'est d'être des biens commerciaux, bien entendu. Et la deuxième, des biens commerciaux qui ne sont pas loués depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. L'assiette de la taxe est constituée à 50% de la valeur locative cadastrale pour la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux d'imposition fixé par la loi est assez encadré puisqu'il est évolutif. Le taux applicable est de 10% la première année, 15% la seconde et 20% la troisième année. Par délibération du conseil municipal, ces taux pourraient être également majorés dans la limite du double de ces prélèvements. Donc il vous est proposé d'instituer donc cette taxe annuelle sur les friches commerciales, toujours, je répète, en vue d'inciter les propriétaires soit à faire des travaux, soit à revendre, soit à baisser les loyers, pour être très clair, et d'appliquer les taux prévus dans un premier temps sans aucune majoration. Si nous votons cette délibération, la taxe sera appliquée pour la première fois au 1er janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Thierry, par contre, on prend le micro qu'on t'entende. Oui, pour être sûr d'avoir bien compris. Quand tu dis, je reprends un taux de 10% la première année, c'est bien la première année après les 2 ans. C'est-à-dire la troisième année. C'est la troisième année, on est bien d'accord. Puisque ne sont taxables que ceux qui sont c'est pas rétroactif au bout de 2 ans. Non. Ah bah, on voudrait bien. C'est-à-dire que c'est pas rétroactif. Non, mais je voulais être clair. Oui, non, c'est 2 ans. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2026, c'est tous ceux qui n'auront pas été loués depuis 2 ans. Voilà. Thierry. Bah, alors nous on estime. Je m'en rends pas bien compte, mais le premier. Non, vas-y. Le premier listing, alors c'est assez simple parce que c'est tous les locaux, c'est la trésorerie qui gère ça, la trésorerie principale, tous les locaux qui devraient être soumis à la CFE et qui ne le sont pas, c'est là où évidemment il y a un manque. Donc voilà, alors on a une première liste de 200 noms. Bon, et sur ces 200 noms, quand on enlève ce qui est prêté à des SCI, à des associations, etc., on en élimine un bon paquet. Nombre, ouais. Et on est aujourd'hui à, je dirais, une cinquantaine, c'est ça? Oui, c'est à peu près. C'est l'évolution, je vais vous le faire à l'envers, de ce qu'on attend la première année de l'imposition et de l'ordre de 25 à 30 000 euros. C'est ça. Voilà. Donc, je vais dire 20 à 30 000 euros. Oui, c'est bon. Oui, avec, bien évidemment, mais comme ça existe, c'est assez similaire pour moi sur la taxe sur les logements vacants qu'on avait instituée il y a une dizaine d'années sous le contrôle de... il y a longtemps qu'on l'avait instituée et qui avait permis de remettre sur le marché des choses qui n'y étaient pas. Et quand on voit de plus en plus de rénovations où les gens... Alors, vous savez que dans notre SPR, c'est-à-dire notre secteur protégé en particulier, quand il y avait un commerce au rez-de-chaussée, on n'a pas le droit de transformer ce commerce en habitation. On voit fleurir des rénovations sur lesquelles les gens mettent des glaces un peu sombres qui nous laissent supposer que ça ne va pas forcément redevenir un commerce. Alors que ce qu'on souhaite, c'est garder le commerce au sein de notre Bastide en particulier, et donc pouvoir dire « Attends, tu ne loues pas cette partie-là, ben, écoute, on va t'inciter à le louer », sachant que ça, c'est le côté bâton, et qu'on avait actionné au préalable le côté carotte, en permettant à des artisans d'art, et la liste est très très longue des artisans d'art, d'avoir une aide au loyer qui leur permettait justement de passer le pas de l'installation.
J'ajoute, si tu me permets, j'ajoute qu'on va accompagner aussi le dispositif alors sur le cœur de Bastide, il y a à peu près une quarantaine de locaux ciblés sur lesquels on va interroger les propriétaires, donc ça va partir dans les jours qui viennent, interroger les propriétaires sur le pourquoi de la non-location ou du non-investissement, la taille du commerce, etc. Et si on peut effectivement les aider à trouver des locataires, on le fera. Voilà. Et sachant qu'on fait ça maintenant au mois de mars, pour une application janvier, ce qui doit permettre à certains propriétaires d'avoir le temps d'envisager différemment la situation de leurs biens par rapport à la situation actuelle. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Olivier. La raison, Olivier, tu as une raison particulière? Oui, je vais donner une raison, simplement. Je trouve qu'on est sur la limite de la propriété privée, dans le côté bâton astreinte, dans une période économique très difficile pour les entreprises et les commerces, et les propriétaires ne sont pas forcément responsables du fait. Alors, quand il est responsable de fait, je suis pour le coup de bâton. Mais dans le contexte actuel économique, je pense que ce n'est pas forcément incitatif à la location. Je ne veux pas citer d'exemple. Enfin, si je vais citer des exemples, je ne veux pas citer de nom surtout. Mais quand vous avez des locaux sur la place centrale, avec un loyer de 1 700 € pour moins de 100 mètres carrés, ou peut-être autour de 100 mètres carrés, vous comprendrez bien que peu de gens peuvent, acheter le matériel pour réouvrir ce qui avait été fermé, et 2, payer un loyer de 1 700 €, et 3, en vivre. Donc, parce qu'on repart, on a bien des locaux commerciaux qui sont vides et on n'achète pas des fonds de commerce. Donc, voilà. Et donc, et là, on a un certain nombre de propriétaires qui, voilà. C'est là où il faut les inciter à baisser le prix. Ça peut ne pas être incitatif. Le problème, pour avoir été moi un bailleur pour des tiers, on se retrouve avec des gens qui ont donné une plus-value à leur local et qui ne veulent pas en bouger parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Oui. Donc, moi, le risque que je vois, c'est, on parlait des associations ou autres, c'est avoir un quidam qui, pour une somme modique, va se retrouver à louer ça de façon pour éviter de payer la taxe. Mais je ne parle pas de celui qui a 1 700 € et qui s'en fout de les recevoir ou pas. Voilà. Okay. Ça fait partie des choses sur lesquelles on sera vigilant. Voilà. Puisqu'il y a quand même une possibilité d'arbitrer. Merci pour ce vote. Et quel que soit le sens du vote, mais ça fait partie de nos débats. Parfait. Marielle, tu vas nous parler de plusieurs points concernant les ressources humaines. Oui, deux dossiers concernant les ressources humaines. D'abord, une modification du régime de l'astreinte d'exploitation. Il faut savoir que le régime actuel des astreintes repose sur 3 délibérations de 2010 et 2014 qui permettent de mobiliser des agents en dehors des heures de travail. Il s'agit d'une part d'une astreinte d'exploitation pour certains agents des services techniques afin d'assurer des interventions de mise en sécurité ou curatives dans les bâtiments communaux ou sur le domaine public. Ensuite, il y a une astreinte de sécurité, toujours pour les agents des services techniques, lors d'événements soudains et imprévisibles, comme des tempêtes, comme on a pu... Ou un peu de vent, peut-être. Ou un peu de vent, comme actuellement. Voilà. Troisièmement, d'une astreinte de décision permettant de disposer d'un agent d'encadrement des services techniques pour solliciter notamment les concessionnaires ou une intervention en interne. Et enfin, une astreinte pour les agents relevant de la filière municipale. Afin de disposer d'un nombre d'agents plus important et de permettre une plus grande rotation, il est proposé d'élargir donc les postes susceptibles d'être concernés par l'astreinte d'exploitation. Il s'agirait de tous les emplois relevant de la catégorie C de la filière technique. Les agents qui seraient concernés par cette astreinte recevraient une habilitation électrique de premier niveau qui leur permettrait d'effectuer les mises en sécurité électrique le cas échéant. Aucun autre élément du régime d'astreinte figurant dans la délibération numéro 002-02-2010 du 5 février 2010 ne serait modifié.
Le comité social territorial a été saisi de cette question et a rendu un avis favorable en date du 21 février 2025. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la modification de la délibération du Conseil municipal du 5 février 2010 en élargissant le régime de l'astreinte d'exploitation à l'ensemble des agents de catégorie C de la filière technique. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Alors ensuite, il s'agit d'une création d'un poste et mise à jour du tableau des effectifs titulaires. Dans le cadre des dossiers de promotion interne présentés en 2024 auprès du Centre de gestion de la Haute-Garonne et conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique territoriale, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste titulaire sur le grade d'animateur territorial à temps complet. Il s'agit d'un agent qui occupe déjà ce poste et donc le poste qu'il occupe sera supprimé bien entendu dans un second temps après avis du comité social territorial conformément à la procédure en la matière. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'autoriser la création d'un poste titulaire sur le grade d'animateur territorial à temps complet et d'approuver le tableau des effectifs titulaires modifié. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Alors juste pour préciser, nous sommes très contents de pouvoir procéder à cette création de poste parce que c'est peu souvent que nous avons un retour positif par le centre de gestion de la Haute-Garonne sur tous les agents que nous pouvons présenter à justement cette promotion interne. Et là, nous en avons deux qui sont arrivés, qui ont été promus cette année. Et nous sommes très contents parce qu'ils le méritent vraiment. Voilà. Donc, je passe au vote. Qui est pour? On est ravis. Je vous remercie. Et félicitations aux agents. Oui, voilà, félicitations aux agents, sachant que c'est quand même assez fou, c'est-à-dire que le maire que je suis ne peut pas décider de promotion interne et doit passer par un organisme extérieur du centre de gestion qui décide ou pas de l'avancement d'agents. Et j'ai les deux, je pense que ça fait, mais depuis le début, je ne sais même pas si on en avait eu d'autres que ces deux-là. Depuis le début de notre mandat. Donc vous imaginez, et donc vous imaginez la déception d'agents qui sont impliqués, qu'on veut promouvoir, que la collectivité décide de présenter et qu'on dit non parce que vous êtes le 500e sur une liste de 3000 et sans avoir vraiment les éléments. Alain Sartori siège aussi au centre de gestion, mais c'est voilà, c'est quelque chose d'assez fou qu'on découvre dans la vie publique, mais pour avancer, c'est des gens qui ne connaissent pas les agents qui décident s'ils sont méritants pour avancer ou pas. Donc notre seul pouvoir étant de présenter les candidats. Voilà. Et l'ancienneté étant un des critères importants pour ces avancements, ce qui veut dire que voilà, ça complexifie un petit peu la gestion du personnel. Voilà, donc merci d'avoir accepté la création de ce poste-là et félicitations à nos deux agents. Le cinéma? On va parler cinéma maintenant, un peu de culture. Attribution d'une concession de service public pour l'exploitation du cinéma. Par délibération du 27 septembre 2024, le Conseil municipal a adopté le principe de la poursuite de l'exploitation du cinéma dans le cadre d'une concession de service public. Conformément à la procédure fixée aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, un avis d'appel public à concurrence a été publié le 13 novembre 2024. La commission de concession de services publics s'est réunie le 6 janvier 2025 pour procéder à l'ouverture de la seule candidature reçue. Après examen, la commission a jugé recevable celle-ci et lui a adressé le dossier de consultation. À la suite de l'ouverture du pli et de l'examen de l'offre, la commission s'est réunie le 17 février 2025 et a choisi à l'unanimité l'offre de la société VO Cinéma. C'est la société qui est déjà, bien sûr, qui détient déjà la DSP au niveau de notre cinéma. Les principales caractéristiques du contrat sont les suivantes, donc je vous passerai l'énumération de tous les tarifs, simplement vous faire remarquer qu'ils restent vraiment abordables, plus qu'abordables, parce que quand on fait quelques kilomètres, c'est le double et parfois même le triple.
Cette DSP donc, aura une durée de 5 ans. L'ouverture, c'est tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Subvention au titre de l'article L 2224-2 et suivant du CGCT en fonction de la fréquentation annuelle. Une subvention exceptionnelle peut être versée aux concessionnaires. En dessous de 35 000 spectateurs, elle s'élèvera à 15 000 € pour une fréquentation en dessous. Entre 35 000 et 37 499 spectateurs, la subvention sera de 9 000 €. Et entre 37 500 et 39 999 spectateurs, la subvention sera de 4 000 €. Et au-delà de 40 000 spectateurs, eh bien, nous ne verserons aucune subvention. Et nous souhaitons, pour le rayonnement culturel de notre cinéma, n'avoir à verser aucune subvention dans les prochaines années. Ce serait bien qu'on retrouve le niveau de 2019, en sachant que cette année, il y a eu une forte progression. Conformément à l'article L 1411-7 du CGCT, le rapport de présentation faisant apparaître les motifs du choix de concessionnaire ainsi que le projet de contrat ont été adressés à l'ensemble des conseillers municipaux le 18 février 2025. Je vous propose donc de choisir la société VO Cinéma pour l'exploitation du cinéma municipal Cinéjet, d'approuver le contrat de concession de service public et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat à intervenir ainsi que toute pièce en relation avec cette opération. Et je me permets aussi de signaler que la présence d'un cinéma dans notre ville est quelque chose de vraiment important. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Ah oui, pardon, c'est questions. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Super. Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Et moi je remercie Marielle et les membres de la commission qui ont passé du temps pour examiner cette délégation et d'avoir eu des allers-retours avec le candidat qui est maintenant le titulaire pour affiner le contrat de la DSP qui nous permet de caler. Merci. Le point suivant, c'est l'aménagement des terrains de sport. Oui. Par délibération en date du 4 avril 2024, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux pour le projet d'aménagement de terrains de sport à proximité du groupe scolaire Roger-Sudre. Les travaux du lot numéro 1, infrastructures sportives, espaces verts et dépollution, ont été attribués à l'entreprise Colas France pour un montant estimé à 665 722,85 € hors taxe, soit 798 927,42 en TTC. Il s'agit d'un marché à prix unitaire. Pour la bonne réalisation de ces travaux en cours, il apparaît nécessaire d'intégrer des prix nouveaux dus au bordereau tels que la fourniture et la pose de grilles rondes, la mise en œuvre de massifs béton, la fourniture et la pose d'un filtre après compteur sur le réseau d'irrigation, la création d'un soubassement de clôture, la fourniture et la pose d'un caniveau grille. Par ailleurs, il convient de modifier la durée d'exécution du marché. Ces modifications génèrent une plus-value de 21 170,12 € hors taxe, soit 25 404,14 TTC sur le montant estimatif du marché. L'incidence financière pour le lot numéro 1 est la suivante. Lot 1, infrastructures sportives, espaces verts et dépollution. Montant initial en TTC 798 927,42. Donc l'avenant numéro 1, c'est 25 404,14. Le nouveau montant en TTC, c'est 824 331,56 €, soit une augmentation de 3,18%. Pour rappel, les subventions obtenues sur ce projet s'élèvent à 415 000 €, soit 41,78%, et sont les suivantes: 300 000 € de l'État au titre de la DETR, 90 000 € de l'Agence nationale du sport, l'ANS, et 25 000 € de la région. Je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au lot numéro 1, infrastructures sportives, espaces verts et dépollution, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'avenant correspondant. Y a-t-il des questions? Tu ne devais pas me poser. Oui, non, je ne devais pas me poser, excusez-moi François. Non, c'est simplement, je suis toujours surpris par les avenants de surfacturation. On est sur autant dans la rénovation et dans les surprises qu'on peut avoir en rénovation, ça me paraît tout à fait logique qu'il y ait des surprises.
des pollutions, on peut avoir des surprises. Mais là, on se retrouve avec un avenant de 25 000 € qui va manger exactement la subvention de la région. Hein, c'est exactement le même. Ça se pose sur la même chose. Sur des fournitures de grilles et des objets, j'allais dire, qui sont des préliminaires même à la construction. C'est un peu si on vous livrait votre maison et qu'on vous dit finalement il faut rajouter pour avoir les robinets. C'est un peu cette approche que j'ai. Et ce qui me désole, c'est que quand on parle de finances publiques aujourd'hui, quand on parle des surcoûts par rapport aux travaux initiaux et ce qui a été désigné, on est toujours sur « Ah oui, mais vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça ». Et ça me désole. Juste une petite précision technique, vous avez deux sortes de prix. Vous avez des prix, vous avez des marchés à prix forfaitaire et vous avez des marchés à prix unitaire. Au cas d'espèce, c'est un marché à prix unitaire. Ce qui veut dire que dans les travaux qui sont à faire en plus, il y a des choses qui n'étaient pas prévues sur les prix unitaires. Voilà. Donc ce qui est aussi une des raisons de cet avenant, à savoir qu'on n'avait pas de prix unitaire pour certaines choses. Voilà. Et puis je rajoute que dans les termes de subvention, on ne redit pas, parce qu'on parle du TCC en termes de dépenses, et on ne nomme jamais le FCTVA, c'est-à-dire la partie de TVA qu'on récupère, qui va faire à peu près 110 000 €. Donc quand tu regardes le montant total, bon, en termes de financement, ça laisse moins. Mais bon, je pense que c'est inhérent un petit peu à l'évolution au fur et à mesure. Les gens en charge là-dessus décident que peut-être il faut en rajouter ici ou là. C'est devant le maçon et le mur surtout qu'on voit comment on peut faire évoluer la chose. Et sur ce type d'événement, faut-il bloquer un dossier si on voit que quelque chose qu'on avait peut-être pas prévu jusqu'au bout, il faut le faire évoluer. Donc dans cette marge-là, c'est assez logique. Hein. Donc voilà. Et tu parles à ton voisin de droite. Les travaux sont bien avancés. Tout ce qui est, on va dire, terrain de jeu hors pelouse sont quasiment terminés. Là, ils ont fait les enrobés début de semaine. Là, lundi, mardi, ils les ont terminés. Il faut attendre 2-3 semaines que les enrobés ressuient, ce sont les termes qu'ils emploient, pour pouvoir faire les peintures. D'accord. Après, toutes ces parties-là seront utilisables. Il ne restera que la partie à semer, la pelouse. Et d'ici, on va dire, quelques semaines après, 8 semaines ou 10 semaines, on pourra aussi profiter des terrains de sport. Pour l'été. Et je rappelle qu'on n'a pas semé comme initialement prévu à l'automne, parce qu'il a été trop pluvieux, ce qui fait qu'on aurait noyé les graines. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé de ne pas semer en fin d'année, en novembre là-dessus, et de sauter, d'attendre le printemps, voire un petit peu plus. Et maintenant les avis sont assez partagés, mais on dit qu'il faut planter les pelouses au mois d'août désormais, pour les renforcer par rapport au changement climatique, et qu'il faut qu'elles prennent le stress au début et pas à la fin. Donc voilà ce qui est dit souvent. Vous savez que je n'ai pas forcément la même verte, autant que toi, Olivier, tu le sais. Ce ne sont pas les mêmes graines. Ce sont pas les mêmes graines, ouais. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Y a-t-il d'autres questions ? Non. Bon, nous allons passer au vote. Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Alors, autre dossier important. Vous étiez pour, oui. Autre dossier, on a supposé comme ça. Autre dossier important et sur lequel on travaille depuis de longues années, c'est l'instauration d'un permis de location. Et Michel, pardon, qui a le point. Depuis 2020, la commune a renforcé la lutte contre la vacance du parc locatif pour améliorer la qualité des logements à travers l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'OPH, Rénove ton logement. Ce programme incitatif s'achève malheureusement en juin 2025. Il a permis la rénovation de plus de 120 logements et la visite de plus de 400 logements. Comme vous l'a dit Alain tout à l'heure, c'est près de 5 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés sur notre commune, sur notre ville, essentiellement par des entreprises revelloises, ce qu'il faut apprécier. Et il y a eu également, de la part des services divers de l'État, de la région, de la commune également, 1 800 000 € de subventions qui ont été distribuées pour faire ces travaux-là.
Pour une meilleure connaissance du parc locatif, il a été instauré au 1er avril 2023 un régime de déclaration de mise en location des logements sur le périmètre du site patrimonial remarquable, la zone 1 du SPR. Donc c'était simplement une déclaration de mise en location qui malheureusement est une procédure qui est relativement légère et qui n'implique pas des contrôles, qui est simplement déclaratif. Et c'est vrai qu'on a eu des difficultés pour que chaque locataire fasse la déclaration, que certaines agences n'ont pas joué le jeu. Enfin, c'est une constatation. Voilà. Donc, on a voulu aller quand même plus loin dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'une connaissance fine du terrain aujourd'hui révèle que certains secteurs sont encore fragiles. Et surtout, on le remarque avec l'existence des logements ne respectant pas les règles de décence et par voie de conséquence des problématiques de vacances. Il est constaté ainsi qu'un tiers des signalements de logements indignes ou indécents dans le parc privé de la commune concernent un périmètre restreint du centre-ville. Ces logements indignes et indécents, même s'il y a un nombre relativement, qui ont fait l'objet de visites, ce qui est quand même assez important, mais il faut savoir aussi qu'il y en a une cinquantaine depuis l'année 2020 qui ont fait l'objet de signalements et qui ont posé des problèmes. Donc ce n'est pas neutre. Donc il faut préciser que tout signalement d'un logement indigne par le locataire est examiné par la ville et le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, le PDLHI. Après enquête, je vous ai dit, une vingtaine de logements ont été visités, les poursuites ont été engagées à l'encontre de certains propriétaires. En réponse à ces enjeux, la ville souhaite aller plus loin en instaurant l'autorisation préalable de mise en location de logements. Conformément aux articles L635, 1 et 11 du Code de la construction et de l'habitat, il est proposé d'instaurer ce dispositif qui impose aux bailleurs de déclarer toute mise en location de logements situés dans le périmètre restreint, en complémentarité avec le régime de déclaration déjà existant, qui lui s'applique à un périmètre qui est beaucoup plus large et qui restera. Donc l'autorisation préalable, le périmètre concerné qu'on vous propose, c'est le suivant. Donc c'est les 4 galeries de la place Philippe IV de Valois, la rue du Temple, la rue des Sœurs, la rue du Four, la rue des Écuries, la rue de Vore, la rue Victor Hugo, la rue Marius-Auduit et la rue de Dreuil. Vous le voyez sur le plan ci-joint. Donc ça concerne le cœur de ville essentiellement et les rues justement sur lesquelles on a remarqué qu'il y avait le plus de logements indécents qui posaient problème. Donc il a été retenu en raison de la concentration des logements présentant des risques d'indécence et de vacances. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi, on l'a proposé, on vous propose ces rues. Donc tout propriétaire souhaitant mettre en location un bien immobilier situé dans ce périmètre devra obtenir une autorisation préalable de la commune avant de conclure le contrat de location. L'autorisation doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location. Le délai d'instruction est de 1 mois à compter de la remise du récépissé de dépôt d'un dossier complet. La commune se réserve le droit d'effectuer une visite de contrôle avant la délivrance de l'autorisation. L'autorisation doit être jointe au contrat de location. L'objectif est de garantir que le logement respecte les critères de salubrité, de sécurité et de décence exigés par la réglementation. En cas de non-conformité, une demande de mise aux normes sera émise. Sans régularisation pendant le délai d'instruction, une décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location sera notifiée au bailleur. Bonne déclaration. Le régime de déclaration de mise en location déjà instauré dans la délibération de septembre 2022 reste en vigueur sur le même périmètre qui avait été fixé à l'époque, à l'exception des voies concernées par l'autorisation préalable. Pour mémoire, dans un délai de 15 jours suivant la signature du contrat de location à titre d'habitation en résidence principale, le propriétaire porte à la connaissance de la ville cette mise en location. Un récépissé est transmis au propriétaire au plus tard, 1 semaine après le dépôt de la déclaration. Donc le périmètre, dont vous l'avez sur l'écran, je vous l'ai déjà répété. Alors les mesures d'instruction, c'est le service action corps de ville qui assurera l'instruction de ces 2 procédures. Les pièces nécessaires à la constitution de la demande d'autorisation préalable et 2 déclarations, documents CERFA, liste des diagnostics à transmettre, seront téléchargeables sur le site internet de la ville ou à retirer à l'hôtel de ville à l'accueil. Les dossiers devront être déposés à l'hôtel de ville ou envoyés par voie dématérialisée à l'adresse actioncoeurdeville@mairie-revel.fr. Ce dispositif entrera en vigueur le 15 septembre 2025. En cas de non-respect des conditions fixées par ces dispositifs, des sanctions seront appliquées sous forme d'amende perçue par la commune. Au préalable, la commune informera le propriétaire défaillant qui disposera d'un délai d'1 mois pour présenter ses observations.
En cas d'absence des obligations de déclaration légale, la commune émettra des amendes de 5 000 € maximum et proportionnelles à la gravité de l'infraction. Ce montant pourrait être porté à 15 000 € en cas de récidive, dans un délai de 3 ans. S'agissant de mise en location de logement en dépit d'une décision de rejet du régime d'autorisation préalable, le montant maximum de l'amende est fixé à 15 000 €. Donc, si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose 1. D'approuver la mise en œuvre du régime d'autorisation de mise en location, conformément aux articles L 635.1 et 11 du Code de la construction et de l'habitat, de fixer la date d'entrée en vigueur de cette autorisation préalable au 15 septembre 2025, d'appliquer ce régime aux voies qu'on a citées ci-dessus, d'exclure du périmètre de déclaration de mise en location les voies concernées par le régime d'autorisation, d'approuver les modalités d'instruction, de transmettre la présente délibération à la caisse d'allocation familiale et à la caisse de mutualité sociale agricole, d'autoriser le maire ou son représentant à conclure une convention d'échange de données avec la CAF pour la mise en œuvre du permis de louer, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les décisions motivées prononçant les amendes et en fixer le montant à l'expiration du délai mentionné par la régularisation, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document en relation avec ce dispositif. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des remarques? Oui, Christelle, on va commencer à donner la parole à Christelle. Merci, je peux encore parler. Oui. Alors, en fait, je n'ai pas tout compris, ça me semble très compliqué, mais ce que j'ai compris, c'est que, en fait, les gens vont faire un permis de louer leur appartement. Vont demander une autorisation de louer. Voilà. Mais on ne va pas aller systématiquement voir l'appartement. Parce que ça peut être déclaratif, tu dis j'ai une salle de bain, je sais, mais la salle de bain, on ne sait pas comment elle est. Non, mais enfin, normalement, le dossier devra comporter certaines pièces. Si au vu de ces pièces, on a des doutes sur la salubrité, sur la sécurité, sur tout un tas de choses, on pourra y aller systématiquement. Voilà. Mais si le dossier il est conforme, s'il y a des photos, si on a des preuves que l'appartement vient d'être rénové, ce n'est pas obligatoirement qu'on va aller le voir. C'est dommage. Non, mais on va le regarder. On connaît assez bien le parc locatif de la ville. N'oublions pas que ça fait plus de 6 ans qu'on travaille sur la rénovation de l'habitat, qu'on a été accompagné par le cabinet Issoria, qui a un détail relativement précis là-dessus. On a eu des remontées d'habitat indigne là-dessus. Et c'est pour ça qu'un des éléments importants, c'est l'échange de fichiers avec la CAF, pour s'assurer que la CAF ne paye pas d'allocation sur des choses qu'on retrouve après de façon totalement indigne. Une fois de plus, le but n'est pas d'embêter les gens et les bailleurs qui sont de bonne foi, d'où le fait qu'on a des délais pour là-dessus. Mais je peux vous assurer qu'on a visité des choses qui font honte à notre ville, et c'est des véritables marchands de sommeil qui existent ici ou là, et c'est cela qu'on veut aller chercher. Oui, moi je vais aller dans le sens de Christelle. Ma question, c'était surtout une procédure qui me paraît très très lourde. On verra l'usage. D'abord, c'est à l'usage qu'on voit les difficultés dans ce domaine-là. Je pense que ça risque d'être assez chronophage pour le personnel de la mairie du cœur de ville. La deuxième chose, c'est que quand je vois le plan, on a exclu la rue du Sort et la rue Notre-Dame, du Thor, et la rue Notre-Dame. Et ça fait un déséquilibre un peu sur le plan. Je trouve que ces deux rues mériteraient aussi qu'on les souligne également. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans le choix des rues, c'est d'essayer de croiser avec les remontées de problèmes qu'on avait eus. Le nombre de logements qu'il y a, le nombre de logements en locatif. Parce qu'on ne peut pas, bien évidemment, aller chercher les logements habités par les propriétaires. Donc, quand on analyse ces fichiers-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de locatif, qu'il n'y a pas de souci sur les deux rues que tu viens de citer, mais globalement, le gros des problèmes est là. Alors après, il faut démarrer par quelque chose. Donc moi, qu'on prend note de ces éléments-là, comme tu le dis, ça va prendre du temps. Alors pourquoi on le met maintenant en œuvre? Parce que les actions de rénovation de l'habitat arrivent au bout des systèmes, et donc du coup, on a des personnels qui étaient dédiés sur ces actions-là, qui maintenant vont pouvoir prendre cette action du permis de louer. Donc c'est le bon moment de basculer sur ce permis de location. Alors on est parti sur un périmètre
pas si restreint que ça, parce que je ne sais plus combien il y a de logements, mais j'ai 600 en tête par rapport à ça, et sachant que ça ne se renouvelle pas tous les jours. Hein, c'est-à-dire que le permis de louer est donné pour 2 ans et pour une durée, et que s'il n'y a pas de rénovation, enfin de bail nouveau, celui qui a le permis de louer, on n'a pas besoin d'aller le revoir là-dessus. Donc on va démarrer comme ça. On peut regarder s'il faut ajouter dans 3, 4, 5, 6 mois les 2 rues, mais on n'a pas eu de signalisation d'habitat indigne sur les 2 rues que tu viens de signaler, alors qu'on les a eues sur d'autres. Ouais. Sur la rue du Sort, il y a quand même des... Du Thor, le Sort. La rue du Sort, elle est à voir, c'est pour ça. Elle est à voir, oui. J'y tiens. Mais bon, il y a des habitats qui sont... faut regarder. Et aussi, dans un sens un peu d'équité par rapport au cœur de ville, qui est une notion d'équité entre les propriétaires d'une rue à l'autre, sans vue particulière. On peut regarder. Moi, je n'ai pas d'hostilité à les inclure. Disons qu'on a surtout analysé un petit peu les secteurs où il y avait de la location, et on a vu aussi les secteurs aussi on avait des signalements de logements indignes, et on avait des problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu ce choix-là. Après, bon, on pourra toujours l'affiner. Oui, moi je vous propose qu'on démarre comme ça, et puis si on s'aperçoit que là-dessus, il sera assez facile d'inclure 2 rues de plus au dispositif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. Oui. Non, mais c'est bien, ça va. Oui, juste une question. Je n'ai pas compris comment on allait pouvoir vérifier que toutes les locations font bien l'objet d'une déclaration de droit à la location, c'est ça? Ça va être déclaratif. C'est ça la difficulté. Ouais. C'est ça la difficulté. Bon, l'amende est dissuasive, c'est-à-dire qu'il est dans le périmètre et qu'il ne déclare pas. Bon. Et comment on va pouvoir vérifier que ce n'est pas déclaré et on va avoir le fichier, nous, de ce qui est déclaré. On a les fichiers avec la CAF, donc on verra bien. Non, mais c'est vachement important, parce que ça veut dire que... Non, la CAF, je sais, mais c'est légal de faire tout ça, la CAF. Eh bien, oui, c'est fait pour. On ne va pas faire des choses illégales avec la CAF, je te rassure. Non, mais la CAF va échanger, c'est pour ça qu'on vous propose de signer une convention d'échange de données. Donc la CAF va nous indiquer les aides, en particulier les aides au logement, sur les rues concernées. Donc nous, si on voit que sur la rue concernée, il y a une aide CAF et qu'on n'a pas eu de demande d'autorisation, eh ben, ça va nous inciter à aller voir. Alors après, vous dire qu'on va attraper 100% des choses et qu'on va couvrir 100%, moi je pense que pour en avoir parlé avec certaines agences, elles sont très favorables à ce permis de louer. Donc je pense que une des meilleures aides, ça sera les agences. Et j'ai même, quand on a commencé à en parler, qu'on a vu l'heure du jour, j'ai reçu des textos de propriétaires d'agences immobilières en disant merci, super, ça va nous aider. Donc voilà, donc je pense que là on aura des alliés et que ça nous permettra d'essayer. Alors le 100%, bien sûr que non, mais déjà si on arrive à filtrer ça sera pas mal. Oui, puis après, vous savez, les logements qui ne sont pas loués, quand vous voyez que on fait un branchement d'eau potable ou comme un compteur, c'est qu'on se dit il y a peut-être quelque chose. Alors on a toujours des moyens de suivre, enfin, pas de suivre à 100%, c'est certain. Mais voilà. D'autres questions? Oui, moi j'avais 2 questions. Oui. Le dispositif entrera en vigueur 15 septembre 2025, donc pour les nouveaux baux. Oui, pas rétroactif, voilà. Oui. Et deuxièmement, en fait, quelle information officielle vis-à-vis des bailleurs et des agences, puisque il fallait d'abord le voter et après on fera l'information qu'il faut et on va se tourner vers le monsieur concertation et information, si tu vois qui je veux dire, pour porter ce problème-là sur les rues concernées. Tu as bien fait de te manifester, Alain. Bon, merci de ton soutien. Non, oui, il faudra bien évidemment, mais la presse est parmi nous. Je pense que c'est un élément important dans notre conseil, donc je fais confiance à la presse pour diffuser l'information, et bien évidemment, les premiers informés seront les agences là-dessus. J'ai encore une question. Déclaration de louer. Alors, ça sert à quoi? Quel est l'objectif? Eh bien, c'est-à-dire, il y a 2 dispositifs. Il y a la déclaration de louer et le permis de louer. La déclaration de louer, vous l'avez tous voté ici, vous en rappelez peut-être pas, mais il y avait une obligation pour tous ceux qui louaient dans un périmètre donné de faire une déclaration. C'était une déclaration. Oui.
simplement en disant je loue pas à monsieur tel, je loue tel appartement, etc. etc. Mais ce n'était pas un dossier de permis, il n'y avait pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir le contrôler. Cette déclaration, elle existe déjà dans le périmètre, dans tout le périmètre que vous voyez là. Mais ça va se superposer. Deux procédures. C'est-à-dire, c'est plus large, la déclaration de louer, le périmètre géographique est plus large que celle du permis de louer. Donc voilà. Mais c'est de savoir que ça se loue et de voir par rapport à ça. Par contre, moi, toujours surtout sur la partie administrative, ce sont les délais. On a des délais, souvent les locations se font en quelques jours. Par rapport à l'autorisation de louer et le changement éventuel de locataire en quelques jours, parce qu'un locataire est parti, on a mis un autre dans la place. On ne peut pas... Voilà, non, mais dans la procédure telle qu'elle est définie, ça me paraît très lourd. Oui, voilà. Oui, mais je veux dire, on ne peut pas instruire le dossier... On a mis un mois, il y a un mois pour le délai. On ne peut pas instruire le dossier dans une semaine. Il faut... Mais un mois. Un mois. Mais honnêtement, quand tu sais que tu veux louer... Enfin, je veux dire, à un mois près, tu vas anticiper ton permis. Oui, donc voilà. Ok. Est-ce qu'on passe au vote? Question. On passe au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, merci. Et qui est pour? Merci, c'est une unanimité. Je pense que c'est un bon pas pour lutter contre là-dessus. Toujours Michel. Mais qui peut aller vite sur la rétrocession. Alors, rétrocession du domaine de classement dans le domaine public du lotissement en domaine de Cocagne. Vous vous rappelez tous que nous avions déjà pris cette délibération le 12 décembre 2024, mais parmi les parcelles qui avaient été citées, il manquait 2 parcelles qui faisaient 3 mètres carrés ou 1 mètre carré. Oui, je sais, il y en a qui ont mal fait le boulot. Merci, j'ai bien compris. Bon, il y en a qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas contrôlé. Donc, voilà. Donc le but est de reprendre une autre délibération pour régulariser cette situation. Bon, puisque vous avez tous regardé les parcelles, qui est pour? Voilà. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et toujours Michel. Je continue. Alors, le rapport d'accessibilité. Le rapport annuel d'accessibilité 2024. Donc, nous avons, chaque année, nous faisons un rapport d'accessibilité sur cette action qui est faite par la commission communale d'accessibilité. Donc, il y a eu une réunion le 3 février 2025, et nous, à partir de là, on a fait un rapport annuel de l'année qui a été arrêté, qui vous a été présenté, que vous avez tous lu soigneusement, sur lequel vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez. Ce rapport, il mentionne l'accessibilité des bâtiments, de la voirie et des espaces publics. Il fait état des réalisations qu'on a fait en 2024 dans l'étude et en travaux, du bilan général de l'agenda d'accessibilité programmée des bâtiments communaux, l'ADAP, et des perspectives pour l'année 2025. Et je vous rappelle que cet agenda d'accessibilité programmée, nous l'avons mis en place depuis quelques années et qu'au fur et à mesure, on réalise les travaux, on fait en sorte que tous les travaux soient réalisés, et donc il faut que tout soit terminé avant le mois de septembre 2025. Donc, et puis les perspectives pour l'année 2025, donc c'est la réalisation d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, c'est le PAV. Donc ça, c'est en cours d'étude de mise en place, et on doit boucler ce dossier au mois de juin 2025. La poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments initialement inscrits dans l'ADAP, ce que je viens de vous parler, et d'autres actions pour encourager la mise en accessibilité des commerces. Donc là-dessus, on y travaille. Là-dessus, c'est vrai qu'on a la chance, dans cette commission d'accessibilité, d'avoir des personnes qui ont des besoins justement dans ces domaines-là, et qui nous prouvent quels sont les problèmes qui existent, notamment, entre autres, autour de la place centrale. Et à ce sujet, vous allez voir très rapidement la mise en place, justement, autour des Garlandes, d'un dispositif qui permettra d'éclaircir cette situation. Oui. Et de la faire respecter. Voilà. Oui, on a compris que très rapidement, on prend acte, Michel. Oui, mais moi aussi, je prends acte parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, on a décidé ce qu'on allait faire. Et après, il faudra le faire respecter, je sais. Et puis après, mais monsieur l'adjoint au commerce sera aussi chargé de vérifier si tout ce qu'on a fait va très bien. Et la police, bien sûr, de prendre les sanctions nécessaires. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Des remarques sur le rapport?
Olivier. Des remarques, non, mais là, le dernier point abordé, on l'a abordé plusieurs fois en se promenant justement avec des personnes en difficulté. C'est vrai qu'autour de la place centrale, il y a déjà des règles qui sont édictées mais qui ne sont pas tenues, hein, notamment par rapport au mur et à la largeur des garlandes. J'espère que la règle va être d'une certaine discipline par rapport à des commerces qui ont tendance à s'étaler et à ne pas envisager le passage des autres. Ouais. Voilà. La difficulté étant de matérialiser, et en fait ce qu'on a envisagé, c'est de matérialiser ce passage PMR, qu'il soit pour les malvoyants, non-voyants ou pour les personnes en fauteuil, au centre des garlandes. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir les accessibilités de droite et de gauche, soit des commerces, soit pour accéder aux terrasses. Donc la solution la plus pérenne, la plus facile, est sur l'axe central au milieu de chaque garlande. On est allé voir les commerçants, et Alain est allé voir les commerçants pour voir avec eux qui jouent le jeu et tout. Le point de difficulté qu'on a, c'est la matérialisation de cet axe central. C'est-à-dire comment on va arriver à matérialiser avec la largeur nécessaire, que ce soit pour les fauteuils, etc., mais aussi le guide-canne, comme on dit, pour les trucs. Donc c'est là où on réfléchit et on a diverses possibilités pour le matérialiser. Tout ça autour d'un beffroi qui est classé. Donc voilà, c'est pour ça que rapidement on chambrait un petit peu et on s'est occupé de Michel, parce qu'on attend de voir comment il va revenir pour matérialiser ce chemin ou ces chemins centraux. Mais bien évidemment, il faut y aller et c'est une priorité qu'on a fixée pour aller rapidement là-dessus. Donc, la largeur sera de 1,20 m. Et on matérialisera de chaque côté cette zone-là. Ça sera fait mais c'est une réalité. Il y avait une règle qui était par rapport au mur, si mes souvenirs sont bons. Elle ne peut pas être tenue, donc le centre, c'est une bonne chose. Mais le centre a toujours eu beaucoup de problèmes pour se définir. On te laisse libre de tes dépôts. C'est pour ça à nous d'y veiller. C'est pour ça qu'il faut l'aider à le définir, justement. À nous d'y veiller. Donc voilà, donc ça, ces éléments-là. Et vous avez vu au passage qu'on a fait un aménagement devant notre mairie pour permettre justement aux personnes malvoyantes ou non-voyantes d'identifier les bordures qui étaient très dangereuses parce qu'elles ne savaient pas se situer par rapport à ces doubles trottoirs. Donc ça a été mis en place il y a une dizaine de jours, ce qui va nous complexifier, et je parle aux délégués et aux personnes en charge des cérémonies, il va falloir enjamber un petit peu pour aller déposer les gerbes, mais ça on va y arriver. Voilà, donc on prend acte, c'est ça, on prend acte du rapport s'il n'y a pas d'autres questions. Donc merci à vous. Et dernier point à l'ordre du jour, c'est les informations que je vous dois au terme des dispositions des articles L 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Alors, je vous informe d'une demande de subvention pour les prestations intellectuelles relatives au réaménagement et à la rénovation énergétique de l'école maternelle Roger Sudre, auprès de l'État au titre du Fonds vert pour 170 000 €, auprès de la Banque des territoires pour 20 000 €. Des procédures de dépôt de plainte pour des intrusions et des vols au service technique. Vous avez le détail des deux éléments. De dégradation du mobilier urbain au niveau du rond-point de la Patte d'Oie. De feux de poubelle dans la nuit du 28 au 29 janvier rue de Vore, sur lesquels les auteurs là ont été identifiés par rapport à ça. Et les fameux plots routiers de signalisation avenue du Coude. Voilà. Des demandes de subvention pour les travaux de restauration de la halle du Beffroi, on continue la tranche 2, avec un montant de 742 758 pour cette tranche 2. Nous avons demandé 225 000 € auprès de la DRAC et 60 000 € auprès de la région. De demandes de subvention pour la restauration de l'église de Notre-Dame, qui est pour un montant de 1 014 612 € hors taxe. Et on a demandé à l'État, avec la DETR, 300 000 € et une subvention de 285 000 € auprès du département de la Haute-Garonne. On a fixé des tarifs pour un magnifique concert qui a eu lieu le 8 février à la salle Nougaro, qu'on a fixé à un prix très très abordable de 10 € en tarif unique et sur lequel il y a eu un bon succès populaire lors de ce
concert. On a fixé, et là vous me ferez grâce de vous énumérer le montant du tarif séjour par l'espace jeune pendant les vacances d'hiver, où vous voyez que pour les plus bas quotients familiaux, on est très très raisonnable en termes de prix, de montant pour ce séjour. On a modifié les tarifs de l'espace jeune en fonction des activités, et là aussi je vous renvoie à votre dossier pour ne pas les énumérer, de signature d'avenant ou de marché public sur des choses qui avaient déjà été votées ici, qui est la mission de maîtrise d'œuvre relative à la végétalisation et la désimperméabilisation des 2 cours d'école. Comme on a réduit le programme, on a réduit les prestations, moins de 9 250 €. J'ai signé le lot 1 de la fourniture de matériel d'éclairage public. Vous savez qu'on avait là aussi voté un marché global en tirant au fur et à mesure des besoins. Donc pour 89 845 € TTC avec la société ZG Lighting France, avec sur le lot 2 avec Eiffage Énergie Système Sud-Ouest pour 61 276, l'installation, la fourniture et mise en service et maintenance pour le réseau de vidéoprotection avec Folia Team pour un montant, je pense que c'est un changement de coordonnées là, c'est le transfert de titulaires, ils ont regroupé des sociétés. Toujours la même chose pour l'avenant 2 sur l'infrastructure de la boucle locale optique qui nous permet de relier nos sites. Et la société Folia Team Sud-Ouest est devenue Folia Team SAS. La fourniture et l'acheminement de gaz naturel et services associés avec Gaz de Bordeaux pour 151 259 € par an. Donc vous voyez, une des parties importantes, c'est sur les consommations. La maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'église Notre-Dame avec l'architecte Michel Avellana pour 25 200 € TTC. L'installation des fournitures et mise en service et maintenance pour un réseau de vidéoprotection avec Folia Team. On a renouvelé le marché, on l'avait évoqué là aussi pour un montant de 210 000 € sur 3 ans maximum. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a attribution de concessions funéraires, et comme d'habitude, vous me permettrez de ne pas lister l'ensemble, et de la rétrocession à la commune d'une concession funéraire, appartement, M. Georges Mélem, pour un montant de 362 €. Enfin, vous dire qu'on a obtenu une subvention de 20 000 € de la Caisse des dépôts pour le coût de maîtrise d'œuvre déléguée, à savoir 90 895 € pour le projet de rénovation de la maternelle Roger Sudre. Donc on a eu une subvention de 20 000 €. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce que vous voulez passer des informations? Oui. Oui, parce que les réseaux sociaux sont, compte tenu du vent, très bruissant, je ne sais pas si on dit ça. Oui. Bon, ouais. Bref, donc il y a bien un marché hebdomadaire samedi prochain, donc je vous le confirme à tout le monde. Bien entendu, on a prévenu les commerçants d'éviter tout ce qui pouvait s'envoler, notamment les parasols. Voilà. Bon, il y aura les commerçants les plus vaillants et les clients les plus vaillants. Donc voilà pour le marché. Deuxièmement, François pourrait en parler mieux que moi, mais les travaux du Beffroi avancent et donc pour le marché toujours. Nous aurons une petite avancée, une modification des commerçants à partir du fin mars, on va dire. D'accord. 24 mars, donc voilà. Donc le marché du 28, 29. Voilà, marché du 29, il y a des commerçants qui étaient rue Marius-Audouy qui réintégreront la place centrale et d'autres, puisque les travaux vont tourner, qui iront rue Marius-Audouy. On a prévu les commerçants, tout le monde est parfaitement informé. Il faut juste prévenir les clients, donc voilà, que vous soyez bien au fait des choses et on retrouvera les commerçants manquants rue Marius-Audouy. Et puisque j'ai le micro, mes deux voisines me poussent absolument à continuer à parler. Et avec Thierry, on est porteur des Journées européennes des métiers d'art qui auront lieu sur Revel. En tout cas, on organise le week-end du 5 et 6 avril. Et la grande nouveauté cette année, je rappelle que l'année dernière, c'était une première pour nous et que ça avait été assez
important. On avait des gens de Carcassonne, d'Albi, de Toulouse qui étaient venus. Donc on renouvelle l'opération et en plus de ça, avec un parcours donc, de lieux qui englobe Revel, Sorèze et Blanc. Donc voilà, donc on a un parcours territorial d'une vingtaine de lieux qui vont entre le samedi après-midi et le dimanche 6 avril, j'espère intéresser tout le monde. Et le matin du 5 avril au centre culturel. Tu vois, elle ne voulait pas parler, mais... Oui, et effectivement, on aura du coup dans ce cadre-là l'ensemble des galéristes de Revel qui exposeront, les 4 galeries qui exposeront au centre culturel. Voilà. Donc on espère... Eh bien voilà, vous ne vouliez pas parler. Il y a des conférences sur le beffroi, voilà. Et il y aura, pour ceux que ça intéresse, aussi des visites du chantier le samedi après-midi, malgré les réticences de François. Non, mais en fait, visite de chantier avec les entreprises de bois et de pierre, parce qu'on a là vraiment des gens qui sont très heureux de travailler sur ce projet et qui sont heureux de le partager. Donc voilà, on aura 3 opérations et on fera redescendre les cloches, on ramènera les cloches juste pour les voir le dimanche 6 avril. Voilà. Et je rajoute, on profitera aussi de ce week-end-là pour le vernissage d'une exposition sur les travaux du beffroi qu'on suspendra tout autour des Garlandes pour montrer à nos Revellois qui n'ont pas forcément accès aux détails des travaux, on a fait faire des reportages photographiques pour montrer l'ampleur et la nature des travaux. Donc on fera tout ça le même week-end. Voilà, et le flyer vient d'arriver, donc vous l'aurez dans les boîtes très rapidement. Voilà. D'autres informations? Eh bien, on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée et au prochain conseil.